Ce qui me plaît, c'est qu'on le fait ensemble. On y a réfléchi, mais tout en le faisant, quoi. Et c'est en le faisant, en fait, que ça s'est activé, que les questions se sont posées, que les réponses se sont données. Le fait d'être sur une collégiale, donc c'est-à-dire sur une prise de décision très horizontale, avec des profils différents et des parcours de vie complètement différents, du coup, ça nous remet tout le temps en question. On fait des collectes gratuites de mobilier et de gros électroménagers sur en fait ce que les gens ils nous proposent. On leur répond oui, ça on prend pas. Okay, on fait des collectes écrémentes. On prend beaucoup de choses. C'est une prestation payante. Une entreprise qui a besoin de se débarrasser de ses gravats, elle paye. Je suis peut-être dans le monde des bisounours encore. Le déchet, c'est à peu près 180 € la tonne. Le déchet bois, c'est 100 € la tonne. Le recyclage, c'est la réutilisation de la matière. Le réemploi, cette bouteille en verre, on va la réutiliser telle quelle. Ouais. Pourquoi est-ce que vendre un futur déchet, c'est une activité économique? Pourquoi la retraiter, c'en est pas une? Oui, non, oui, c'est vrai, oui. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur le Grand Bain. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Ce matin, des pains au chocolat. Moi, j'ai pas mangé. Ouais. Merde. Inégalité. Inégalité salariale. Bonjour Gaëtan, bonjour Romain. Donc là je suis à la Pagaille. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est? Alors la Pagaille, c'est une recyclerie, un lieu où on pratique le réemploi. On va récupérer ou collecter des choses à domicile ou avoir des apports d'objets divers, donc du textile, du mobilier, des appareils électroniques, d'électroménagers, des livres, des DVD, enfin voilà, tout plein de choses, en fait, tout plein d'objets du quotidien dont les gens veulent à un moment se séparer, et du coup nous on les incite à les amener ici pour pouvoir leur donner une seconde vie. D'accord, ok. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu pour savoir qui on a affaire en fait? Oula. Alors, je m'appelle Gaëtan. Vas-y, commence Gaëtan. Du coup, je m'appelle Gaëtan, alias Gathan, si vous entendez ce prénom aussi. C'est le pseudo. Voilà, j'ai 33 ans déjà. C'est ça, non? 33 ans, je sais plus, j'ai arrêté de compter à partir du salariat, je crois. Je pu savoir. Ouais, bah voilà, donc... plus 1. J'ai 4 annuités. Je suis en 31 N plus 2, quoi. D'accord. Voilà, donc 33 pour le monde normal. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'ai fait une licence de sociologie et un master de sciences politiques. D'accord. Et après, j'ai travaillé dans la fibre optique. Rien à voir. Et ensuite, oui, j'étais aussi musicien, oui, tout à fait. Quel instrument? Harmonica, guitare et chant. Ah, génial. Ok. Voilà. Okay. Et ensuite, je me suis dit non, ça va pas, faut faire autre chose. Et en fait, on a vu avec les copains un autre lieu qui fait la même chose que nous, qui s'appelle La Petite Roquette. Et on s'est dit, mais ce serait trop bien en fait de faire ça à Ivry. Et on s'est lancé le défi de le faire à Ivry. D'accord, ok. Et toi, Romain? Moi, je suis Romain et j'ai 33 ans aussi. Et pas beaucoup d'annuités après le salariat. Et avant, j'étais charpentier. Avant encore, j'ai fait plusieurs différents métiers, mais surtout charpentier en fait depuis plusieurs années. D'accord. Et puis, pareil en fait, avec une bande de copains, on a lancé la Pagaille. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu avec pourquoi ça vous a plu la Pagaille? Qu'est-ce que En fait, c'est pas une question que ça nous a plu parce que c'est pas comme si on y était arrivé, que c'était déjà fait. Ouais. Donc c'est nous qui l'avons fait. Tout fallu créer de A à Z. Donc ça nous plaît, ça nous plaît pas. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça, on peut y répondre. Mais... Ouais. Et on peut répondre sur ce qui nous plaît aussi dedans, quoi. D'accord. C'est parti alors. Ce qui nous plaît, c'est, ce qui me plaît, c'est déjà c'est polaire déjà. Il y a deux.
Il y en a un qui va adorer ce que l'autre déteste. Non, je crois qu'on a des points communs quand même. Ouais. Et tous ensemble, on a des points communs quand même, sinon on n'aurait pas fait ça. D'accord. Et justement, ce qui me plaît, c'est qu'on le fait ensemble, qu'on l'a pas vraiment mûri, Mhm. qu'il s'est fait en fait, on y a réfléchi, mais tout en le faisant quoi. Depuis le début, en fait, enfin en tout cas pour moi, en fait, j'ai pas prévu. Et c'est en le faisant en fait que ça s'est activé, que les questions se sont posées, que les réponses se sont données et que la pagaille a germé, créé, développé et elle est toujours en formation quoi. Ok. Elle est toujours en modification, elle se modifie continuellement. Mais le point principal c'est qu'elle se structure et c'est ça une des choses qui moi me plaît le plus, c'est ça quoi, c'est qu'elle. C'est le fait que petit à petit on apporte des briques. En répondant à des questions, en ayant de l'ambition, Ouais. des ambitions, Ouais. pas une ambition vénale, mais des Ouais. ambitions, Ouais. on Ouais. arrive en fait à construire en fait un projet quoi. Et quand vous avez vu le projet pour la première fois, vous avez juste dit, vas-y, enfin genre, ouais, vous avez, genre, vas-y, c'est trop bien, on fonce et c'est parti. Il n'y a pas eu plus de questions que ça. Vas-y, go. C'est vrai qu'il y a eu un coup de cœur quand on a vu le lieu de la Petite Roquette. On les connaissait déjà. D'accord. On avait déjà fait organiser des événements, mais vraiment plus à caractère culturel, type des concerts, des choses comme ça avec eux. Ok. Et ils avaient une équipe qui pouvait un peu nous ressembler. Enfin, ils venaient un peu de métiers complètement différents. Ok. Et la ressourcerie, ça permet en fait de créer des lieux très très polyvalents où il y a beaucoup on peut faire beaucoup d'activités complètement différentes. Mhm. Et par rapport à l'équipe qu'on avait, on s'est dit c'est vrai que d'à la fois garder des travaux manuels, d'être dans l'écologie, de pouvoir favoriser le réemploi, de pouvoir bricoler pour réparer des choses, de pouvoir être en contact de gens, de Ouais. pouvoir à la fois vendre pour qu'il y ait une économie au projet qui nous permette de devenir salariés de ce qu'on est en train de créer. Ouais. Ça, c'était important. De ne pas être déconnecté d'une activité politique ou militante aussi. Eux, ils arrivaient, enfin, ils nous semblaient en fait réussir à faire une sorte de synthèse aussi, quoi. Parce que pas déconnecté en fait. Parce que la pagaille, c'est militant aussi. C'est traversé par ça, quoi. C'est D'accord. pas déconnecté. Oui, vous. Il y a beaucoup de gens en fait qui vivent le militantisme comme étant à côté de leur travail et puis il ne se passe rien sur D'accord. le travail, sur leur projet qu'ils créent. Oui. Ici, c'est mélangé. D'accord, ok. Alors, du coup, c'est quoi le business model un peu? Comment ça marche? Comment est-ce que vous faites vos revenus à la pagaille? C'est genre les gens vous donnent des trucs et vous les revendez? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Après, il y a plusieurs phases aussi. ouais. Donc, Oui, vous n'êtes pas arrivé là dès le début. Non, D'accord. déjà au début, il y a vraiment une grosse phase en fait de travaux, de mise en place où même nous, on ne sait pas sous quelle forme de salariat et sous quelle forme d'économie on va pouvoir le subvenir à ça. D'accord. Et donc au début, on a fait beaucoup de travaux en disant qu'on voulait juste au début rester bénévole, après être en contrat aidé. Oui. Après, finalement, il y a eu le gel des contrats aidés en 2017. Du coup, on a réfléchi à une autre solution. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a observé du coup d'autres ressourceries qui étaient sur d'autres modèles qui sont ce qu'on appelle des SIAE, donc des structures d'insertion par l'activité économique. Et après, du coup, réflexion en interne entre nous, entre les membres fondateurs et les gens qui étaient proches du projet. Vous étiez combien en tout? 6. D'accord. ok. Vraiment 6. Maintenant, on est 5 du coup dans ce qu'on appelle la collégiale, ce D'accord. qui est l'organe de direction, quoi, de décision un peu du lieu. Et du coup, ce qui crée de l'argent sur la pagaille, c'est à la fois de l'autofinancement, donc avec la vente de tout ce qu'on va faire en boutique. D'accord. Donc il y a 2 boutiques, il y a cette boutique-là et il y a la petite pagaille. Ouais. Et ensuite, c'est beaucoup de subventions aussi. Et donc, De la mairie, de l'État? alors c'est surtout l'État. De l'État, ok. C'est surtout la directe qui dépend du ministère du Travail D'accord. et qui représente une bonne part des subventions. Ouais. Et ça permet de payer tous les salariés en insertion qui sont à la pagaille. Donc, c'est-à-dire D'accord. de 9 personnes pour l'instant. Dans les subventions, en fait, tu comptes les salaires des gens qui sont en insertion par l'activité économique. Oui. Et donc, du coup, parce qu'on est une SIAE, les salaires des gens qui sont, grosso merdo, les gens qui sont en insertion à la pagaille, leur salaire est remboursé par l'État. Je fais un peu simple, D'accord, mais ok. c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Ça marche. Parce en fait, ça veut dire que, est-ce que du coup, vous générez pas assez de profit pour les payer directement, par exemple, et vous demandez, vous avez besoin de la subvention de l'État encore pour l'instant? C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. On dépend, là, clairement, à ce stade-là, on dépend clairement des subventions. Ouais. Parce que ça a combien de temps? Ça a quel âge la pagaille là pour l'instant? Là, on va fêter les 3 ans en mars. 3 ans, d'accord, ok. Ça marche. En fait, c'est pas encore maintenant. C'est-à-dire que quand tu dis vous avez encore besoin des subventions, Ouais, c'est que pour l'instant le traitement en fait des déchets ouais. n'est pas une activité Qui est reconnu ou qui est assez voilà, profitable de la manière dont on le fait, c'est-à-dire en favorisant le réemploi. Si on est une grosse structure comme Suez ou Veolia, D'accord. là, eux, ils arrivent à générer en fait suffisamment d'argent. Ils sont liés à des éco-organismes. Ils Ouais. ont aussi des subventions du reste, D'accord. Ouais. parce qu'ils peuvent être des entreprises d'insertion. Ils ont beaucoup de pôles d'entreprises d'insertion. D'accord. Mais il est pour l'instant dans le modèle économique de notre pays. Mhm. Ce genre de travail-là Ouais, bah oui, c'est ne plutôt peut pas inconnu. devenir rentable tant qu'en fait il n'y a pas une prise de conscience plus grande. Ça voudrait dire que les objets liés au tri, en fait, ils coûteraient beaucoup plus cher. Oui. Donc Oui. c'est difficilement imaginable dans l'état actuel de D'accord. la société. Hein. Ok, oui, d'accord, ok, parce que là tout est fait pour que, bah ouais, toujours on, oui. En fait, tout est fait pour qu'on achète et qu'on jette et qu'on rachète et qu'on jette quoi. Et puis, Et que même s'il y a une conscientisation un peu des gens sur le réemploi, d'accord. nous, nos valeurs aussi, c'est de vendre pas cher, de pouvoir Oui. avoir un lieu qui est vraiment accessible à tous et qu'on ait des produits du quotidien, du mobilier, ce que tu peux trouver au quotidien, D'accord. du textile, et qui reste pas cher, quoi. D'accord. Pour pas devenir justement une friperie avec des t-shirts à 15 euros ou 12 Ouais, euros. ouais, d'accord. Ok. Ah oui, Et vous voulez voilà. surtout pas finir C'est pas, comme voilà, ça. c'est pas notre aspiration. On veut vraiment que ça soit quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre. D'accord. Et ça, on le défend par nos prix aussi. Alors, du coup, quand vous avez donc là vous avez eu l'idée de la pagaille, vous avez dit ok, vas-y les gars, on est chaud. Là, ici, on est dans un bâtiment qui était quoi? Qui était à l'abandon, c'est ça? Et vous l'avez rénové de A à Z vous-même? Ou est-ce que vous avez... Comment ça s'est passé, ça? Ben, en fait, Le ici, on est à charpentier Ivry. qui... On est, non, mais surtout, on est à Ivry. Enfin, il y a un contexte, en fait. Ouais, Un ouais. contexte urbain. D'accord. Ici, on est à Ivry-sur-Seine. On est aux portes de Paris. Ouais. Il y a la moitié de la ville qui a un quartier en lui-même qui s'appelle Ivry-Port. D'accord. Ce quartier, en fait, c'est un quartier anciennement industriel et de petits artisanats qui Ok. est lié à la voie ferrée, qui est lié aussi au trafic fluvial. C'est pour ça que ça s'appelle Ivry-Port, du reste. D'accord, ok. Voilà. Que ce quartier a été déshérité, que des entreprises sont parties, Mhm. que la gentrification fait que les structures actuelles du quartier ne correspondaient plus à ce qu'il fallait. Et donc, il y a un grand projet sur ce quartier qui s'appelle Ivry Confluence, D'accord. voilà, qui a préempté, enfin la mairie a préempté, il y a eu beaucoup d'expulsions des bâtiments pour pouvoir recréer le quartier. C'est Ok. la prolongation, ce quartier est la prolongation de Paris 13, D'accord. donc du 13e arrondissement, c'est Ouais. vraiment une prolongation. C'est lié à des phénomènes de gentrification, mais pas que, parce qu'ici c'est une mairie communiste et ils essayent de faire autrement, mais quand même, c'est Ça va ça l'arrondissement, suit le c'est lié mouvement. c'est lié au fameux Grand Paris Oui. qui est en même temps une coquille vide, mais c'est ça en fait qui continue. Donc ce bâtiment-là, il était vide, D'accord. il avait été préempté par la ville, repris en gestion par la SADEF, qui est une société d'économie mixte, qui est gestionnaire de ce projet qui est Ivry Confluence. D'accord. Et la mairie a repris la gestion de ce bâtiment pour nous le laisser comme un bail locatif qui est remboursé par le coût des travaux qu'on fait. Oula, ok. D'accord. Voilà. Ouais. Mais je crois Ok. que c'est ça, hein. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Ça marche. Et du coup, donc ce bâtiment-là, il était, parce que là, vous l'avez un peu réarrangé à votre sauce aussi, un petit peu. Alors, il était vide. Il était vide, ouais. Il était carrément muré. D'accord. Nous, on avait habité à côté aussi pendant 2 ans. Donc, c'est une rue qu'on connaît assez bien. Ok. Et donc la politique de la ville voulait aider des assos en développement justement ou des projets qui étaient en train de se monter Mhm. et de leur proposer des bâtiments sur une temporalité assez réduite pour voir si le projet pouvait marcher. D'accord. Et donc nous on savait que ce bâtiment était vide et donc on a demandé au service urbain de la ville qui nous connaissait déjà et on leur a dit voilà, nous on aimerait bien essayer vraiment de faire ce projet de ressourcerie sur ce local-là. Donc ils ont accepté. Ouais. Et la politique de la ville, c'est de définir 4 € du mètre carré pour des assos qui souhaitent louer un bâtiment sur Ivry.
sachant qu'il y a de moins en moins de bâtiments et après il y a beaucoup de demandes, je pense. Ouais, ok. Et nous, par rapport à tous les travaux qu'on a fait, ça nous exempt de loyer sur 3 ans. Ah putain. Et là, on arrive à la 3e année là. Les travaux, vous les avez fait vous-même ou vous avez. Alors non, on a mandaté pour les travaux. D'accord. Il y a ok. eu beaucoup de choses. Il y a des parties qu'on a fait nous-mêmes, mais sinon c'est les mises aux normes pour accueillir du public. Ouais. Donc on passait vraiment d'un espace complètement inaccessible en fait d'accord. à un lieu où on est obligé d'être aux normes, quoi. Bah oui, normal, ouais. Ok. Et ça c'est compliqué. C'est des trucs qu'on connaissait pas du tout. Ça on a appris Sur le tas. aussi, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Mais c'est ça qui fait partie un peu de l'aventure aussi. Ouais, c'est ça. C'est des lois complètement différentes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, enfin, la pagaille, c'est que, enfin, moi, je suis tombé dessus par hasard parce que genre la façade est bleue électrique et forcément, on a envie de rentrer et voir un peu. Et puis c'est vrai que c'est différent un peu d'une friperie ou, enfin, quelle que soit la structure équivalente, quoi. Parce que je sais pas, on a envie de toucher à tout. Il y a plein de trucs vintage qu'on n'a pas vu depuis 1000 ans, quoi, des trucs d'objets de l'enfance. C'est vraiment un truc qui est attirant. Du coup, est-ce que vous avez c'est des salariés que vous avez ou s'il y a des volontaires aussi qui travaillent Bénévoles. Des bénévoles, oui. Volontaires, c'est en service civique. D'accord, ok, ça c'est différent. C'est encore un autre statut, ouais, on en a eu et on va en avoir encore. D'accord, ok. Des bénévoles, il y en a 4-5 réguliers. Et sinon, il y a beaucoup de bénévoles aussi sur la cantine quand on fait des repas. D'accord. Là, pour l'instant, on est en travaux, mais dès que cette activité-là elle va reprendre, il y a des bénévoles réguliers qui viennent faire à manger. Alors la cantine, c'est quoi? Alors la cantine, c'est un projet qu'on a tout de suite adossé à la pagaille pour que justement ça soit pas qu'une ressourcerie, mais comme il disait Romain au début, que ça soit vraiment un lieu où tu peux trouver beaucoup plus d'activités et surtout le mettre à disposition d'autres personnes qui auraient besoin d'un lieu. Parce qu'on sait à quel point c'est difficile de pouvoir avoir un lieu pour parler de ce qu'on est en train de faire, parler de son combat, parler de pouvoir faire des repas de soutien ou des soirées de soutien pour pouvoir financer soit une grève, soit tu veux dire que louer une salle, par exemple, pour si tu as un événement que tu veux faire voilà, nous, on va pas louer, par exemple. Vous vraiment, donner, ouais. on met vraiment à disposition. D'accord, ok. On a entendu assez Ok. de schémas comme ça ou d'autres assos qui font vraiment que de la location en interne d'espace et tout. Et nous, Ouais. on s'était dit, on a trop vu comment c'était compliqué de pouvoir chercher un lieu pour pouvoir s'exprimer qu'on a dit nous tout de suite, on fera pas ça. On fera vraiment que de la mise à disposition. Et donc dès le début, on a eu un projet de cantine en bas, où on organisait des repas, donc tous les vendredis et les samedis à prix libre. Et aussi pour promouvoir le prix libre et définir un prix un peu conscient, en fait, que les gens puissent, selon leur revenu, Ouais, participer, participer comme à ils une hauteur financière qui leur correspond. peuvent. Et alors, Et, Ouais. voilà, Ouais. et que du coup, là, c'était les fermes. Là, on est en travaux. Ouais. On a été élu au budget participatif de la ville d'Ivry, qui a été lancé l'année dernière. ok. Et voilà, ça a été super bien reçu. On a eu plein de voix. Et donc là, on a reçu 8 000 € de la ville. Ah, mais c'est génial, vous avez, Pour en fait, vous entamer avez les plein, travaux, quoi. vous avez plein de soutien, en fait, quand même, mine de rien. Enfin, tout ce qui est... Ouais, si, ça va. Ouais, c'est va. quand même assez associatif et bien reçu. Mm. Il y a une grosse concurrence ou pas entre les assos? Enfin, je veux dire, est-ce que, même si vous avez quand même un but commun, je pense, plus ou moins, le côté un peu social, l'intégration... Non, c'est Pour- complémentaire. C'est pas de la concurrence. C'est plus de la mise en réseau. D'accord, ok. Et vous vous aidez les uns les autres quand même. Et que vraiment, en sachant qu'on avait ce local-là aussi, Mhm. même si on a dû nous financer les travaux, Ouais. mais en sachant qu'on avait quand même ce local-là, on n'a jamais demandé d'argent de la ville non plus. On n'a pas demandé de subvention autre que celle du budget participatif, D'accord, parce que c'est vraiment les gens d'Ivry qui votaient pour ce projet-là. d'accord, ok. Mais sinon, on n'a pas du tout eu d'autres subventions, à part une fois 150 €, mais c'est tout. Ok. Mais sur la cantine, en fait, la cantine, elle existait avant la pagaille aussi. Il y avait des cantines de rue, des cantines de soutien qui étaient organisées. Il y avait déjà parce que pour faire une cantine prix libre, il faut faire de la récup de légumes, etc. Oui, c'est obligatoire. Ouais. Sinon, en fait, tu tiens pas. Enfin, à moins que les gens soient très très conscientisés, mais sinon, bon, voilà. Où est-ce que vous fournissez du coup? J'y reviendrai. Je veux juste D'accord, ok, finir vas-y, sur, finis. Oui, je vais pas t'interrompre, vas-y. Je veux juste Vas-y, finir vas-y. sur quelque chose sur Ouais. la notion du prix libre. La notion du prix libre, en fait, elle est présente dans beaucoup des activités qu'on faisait avant la pagaille. Et elle traverse depuis le début la pagaille. Pour beaucoup, en fait, de gens qui participent à la pagaille, le prix libre est important.
parce que ça représente aussi une manière de faire de la solidarité de manière horizontale. Donc, Alors ça veut dire quoi? ça veut dire que tu demandes pas aux gens leur quotient familial pour pouvoir organiser de la solidarité. C'est-à-dire que c'est chacun qui essaye de mettre ce qu'il pense ou ce qu'il veut donner D'accord, ok. pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui est moins que lui Oui. puisse en profiter aussi. D'accord. Et il n'y a pas Donc, un quota que tu imposes. Chacun est libre de dire. Oui, voilà. chacun met ce qu'il veut. J'estime que ça c'est Ou rien. suffisant. De rien à plein, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et ça, c'est une tentative en fait qui traverse depuis longtemps les gens qui sont à la pagaille depuis avant la pagaille et qui essayent d'être maintenus ici, comme à titre aussi d'expérimentation probablement, mais parce que ça représente aussi une autre philosophie plus autonome Oui. de solidarité. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais en fait, c'est rigolo parce que genre du coup, on a l'impression, du coup, on voit très bien que votre objectif c'est pas le profit même, c'est pas ça vos buts, c'est quand même vos valeurs qui priment en premier. Mais en fait, je sais pas parce que moi j'ai fait, je viens de finir mes études. En plus, j'ai fini sur une période de business. Du coup, on nous a quand même bien formés à ramener de l'argent et en tout cas bien gérer les flux d'argent, etc. Du coup, en fait, je suis très curieux parce que genre vous, ce que Comment vous on fait faites, ça pour sans n'existe argent pas. Et comment, en fait, voilà, c'est ça. En fait, je Sans suis vouloir faire vraiment. d'argent, c'est ça ta question. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'on fait sans vouloir faire d'argent, ça? Mais comment vous faites pour en vivre de ça, alors que du coup vous faites pas non plus des milliers des cents pour l'instant. En tout cas pour l'instant, peut-être que voilà, c'est ça. Non, c'est là, ça. Et c'est pas ça et c'est s'équilibre, peut-être quoi, et c'est vraiment, ça peut-être s'équilibre. D'accord. Ça s'équilibre et après on est au SMIC aussi, quoi. Du coup, ça change, Ouais. je pense, parce que si t'es sûr que si t'es sur des salaires qui sont élevés, Ouais. ce qui peut arriver dans d'autres ressourceries ou dans des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire, C'est possible. il y a des gens qui sortent d'école et tout, il y en a qui vont tout de suite se payer très cher aussi, et bon, ça change du kit au double. Si nous, d'un coup, on voulait, par rapport au travail qu'on fournit, être payé beaucoup plus, c'est sûr que les t-shirts qu'on vend à 1 euro ne permettraient pas de financer ça. D'accord. Ok. Donc voilà, déjà ça c'est une base qui nous permet de tenir économiquement. Mhm. Mhm. Et ensuite comme les subventions aussi, de faire de la veille et de pouvoir avoir de l'argent du coup d'autres collectivités Ouais. comme Ouais. le PT12, le département qui nous soutient à fond aussi. D'accord. Ok. Et de chercher, là on est en train de chercher aussi d'autres manières de pouvoir faire des prestations, soit des prestations de débarras, D'accord. soit d'organiser des collectes en pied d'immeuble qu'on pourrait faire financer par le département ou par le PT12 qui est en D'accord. charge c'est eux qui gèrent les déchets en gros. Donc le débarras, c'est d'aller chercher quelqu'un des ménages dans l'urgence. Il n'a pas le temps de se débarrasser de toutes ses affaires. Vous venez et vous Voilà, c'est ça. raflez tout. Mhm. Ok. Et ça, vous le faites payer, le fait d'aller directement là-bas. Ok. Ça, on le fait payer parce que souvent tu te retrouves avec beaucoup de déchets que tu peux pas revaloriser Ouais, ici. ok. Souvent, c'est des trucs dans des caves qui sont vraiment défoncés et du coup, on doit payer la déchetterie après derrière et le temps de travail. Ah ok. Mhm. Parce que on fait des collectes gratuites Ouais. de mobilier et de gros électroménagers Ouais. sur en fait ce que les gens ils nous proposent. On D'accord. leur répond oui ça on prend pas. Ok, d'accord. On fait des collectes écrémentes. Mhm. On prend beaucoup de choses, mais on n'a pas obligation de tout prendre. Dans le cas en fait, imaginons d'un décès d'un appartement qui est entièrement à vider, il y a énormément de choses. Le poids de la vie chez les gens est très lourd. D'accord. Et donc du coup, ça en fait c'est un traitement vraiment dur physiquement de descendre les Oui. étages, de Oui. porter les choses pour les vertèbres et tout ça. Ouais. Et aussi, nous on est une association, on n'a pas d'accord particulier avec des déchetteries en fait au niveau du déchet. C'est comme ça, c'est étrange. Notre boulot c'est d'en faire, mais pourtant d'en traiter, mais on n'a pas d'accord avec la déchetterie pour l'instant. Parce qu'un accord, ça consisterait en quoi? Ça veut dire que je sais pas. Tu Non, mais il n'y en a pas parce qu'on est considéré comme professionnel et pas comme particulier. Et donc, du coup, en fait, à la déchetterie municipale, on ne peut pas y aller. Et sinon, c'est des déchetteries privées. Le monde du déchet, c'est un monde. Je connais pas du tout, c'est pour ça que je demande en qui fait. coûte de l'argent, en fait. D'accord. Ok. Si tu veux, une entreprise qui a besoin de se débarrasser de ses gravats, elle paye. Ah d'accord. Ah bah ok. oui. Oui, C'est une base, je suis c'est peut-être dans une le monde base des à bisounours savoir, encore. Hein, En fait, Ok. tout est payant. Il y a des choses qui coûtent très très cher. Tu peux te payer 12 € pour un pot de peinture pas vidé. Ah la vache. Eh Ah oui. ouais. Ah oui. En tant que pro ou en tant que En particulier? tant que professionnel, Ah ouais. oui. C'est vachement bien parce que du coup, ça veut dire c'est un site à pas gâcher quand même. C'est un site aussi à beaucoup de gens à aller jeter dans la rue.
Ah oui, d'accord. Oui, Bon, oui. voilà. Ah oui, Donc, d'accord. Ouais, oui, C'est d'accord. pour ça qu'il y a des tas Super. de sacs à gravat blancs au coin des rues. Mais, Ah, c'est pour ça qu'on voit des oui, trucs oui. parce que ça coûte cher, sinon. Oui, le gravat c'est 40 euros la tonne. 40 € la tonne. Ah oui, d'accord. La tonne. Ah oui, mais du coup, j'imagine le déchet c'est à peu près 180 euros la tonne. Le déchet bois c'est 100 euros la tonne. En fait, quand tu vides un appartement, tu peux avoir 8 tonnes Incroyable. d'objets. Les livres ça pèse lourd, les meubles ça pèse lourd, c'est lourd la vie. Donc, quand on fait, c'est pour ça Très que beau. quand on fait un débarras, c'est-à-dire qu'on doit vider quelque chose, Ouais. oui, c'est une prestation payante. D'accord. Mais si on fait des collectes, ce qu'on fait la majorité du temps, Ok. c'est des prestations gratuites parce que c'est des choses qu'on sait qu'on va pouvoir faire du réemploi avec ou sur lesquelles on a des filières de recyclage appropriées. D'accord, ok. Voilà. Alors maintenant que je connais du coup un peu plus ce contexte que je ne connaissais pas du tout de déchetterie là, vous vendez pas tout ici. Il y a des trucs qui doivent rester 10 ans parce que voilà, personne n'en veut On ne peut-être. reste pas 10 ans parce qu'en fait, on fait tourner les objets D'accord. et on laisse une chance. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse une chance. Il faut imaginer la recyclerie comme une sorte de tapis roulant sur lequel les choses qui seraient déshéritées iraient. Elles sont bien disposées. C'est un joli tapis roulant où on les classe, on les range, on en prend sous main, on les met à portée de main. Mhm. Mais au terme de ce tapis roulant en fait de 15 jours, si elles sont pas, c'est pas 15 jours, c'est un chiffre que je dis comme ça. Oui, ça bien dépend sûr. des Ouais, objets. ouais. Mais si elles sont pas, si elles n'ont pas été saisies ou prises, non, on les met dans les filières de recyclage appropriées. Donc ça, on favorise en fait, si un objet est pas, on favorise le réemploi et la deuxième favorisation qu'on fait, c'est la filière de recyclage. C'est ce qui fait que Externe. alors le recyclage, c'est la réutilisation de la matière, c'est-à-dire une bouteille de verre qui est en verre, Ouais. si on la recycle, on va refaire du verre avec. Oui. Le réemploi, cette bouteille en verre, on va la réutiliser telle quelle pour faire une bouteille de verre. On va continuer à s'en servir, à mettre de l'eau dedans et Oui, à oui. s'en servir des verres. On la Voilà. détruit pas pour la recréer après comme. Voilà, ok, le ouais, recyclage, ok. c'est retirer la matière, recréer de la matière avec D'accord. l'objet. Ok, ça Voilà. marche. Donc, on favorise le réemploi. Après, il y a le recyclage. Et en dernier, dans les objets en fait, qui sont soit trop complexes, soit où il n'existe pas de filière de recyclage, c'est ce qu'on appelle du déchet ultime dans le milieu, quoi. Mhm. Ça va dans les poubelles noires, finalement, les ordures ménagères, et à l'enfouissement ou à l'incinération. Ok. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Ouais. L'enfouissement ou l'incinération, c'est le pire qui peut arriver, en Ouais, fait. ça pollue. Ou Ça pollue, et puis faut pas oublier que cette matière, elle a été difficile à extraire, Oui. qu'il a fallu avoir de l'énergie pour l'extraire, pour fabriquer l'objet, pour le mettre en vente. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, etc. Et c'est un peu de respect d'essayer de faire en sorte que les objets aussi restent dans le circuit, quoi. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on. En ce moment, on se focalise sur. Je sais pas, je prends l'exemple de la voiture électrique. On se focalise sur les émissions directes et personne ne prend en compte, ou en tout cas personne ne parle de toute exploitation derrière, rien que les métaux. Enfin, c'est une cata, quoi. Donc vous essayez d'éviter ça. Alors, du coup, imaginons, je sais pas, voilà, imaginons cette, je sais pas, un tour de disque, voilà, un pull, très bien, un pull. Le pull, vous le récupérez, quelqu'un vous le donne, vous le mettez, je sais pas, voilà, tapis roulant pendant 15 jours, et là, au bout de 15 jours, personne ne le prend. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça s'empile à côté, genre, je sais pas, vous avez tous les samedis, enfin toutes les semaines, vous avez quand même d'autres demandes en plus, quoi. Qu'est-ce que vous en faites du coup une zone de tri Ok. dans laquelle on va déjà répartir la matière selon ce qu'on appelle des gisements de déchets, donc selon la nature de la matière Ouais, et de d'accord. l'objet. Ok. Donc là, en l'occurrence du textile, Ouais. s'il est vraiment sale, on sait qu'on va pas pouvoir le revendre. Ouais. C'est sûr qu'on n'en fera rien. Ouais. On va pas le jeter. On va l'envoyer du coup, comme disait Romain, vers des éco-organismes. Donc là, D'accord. vers une structure qui s'appelle GBTEX, qui elle récupère la matière qui a servi qui récupère le t-shirt en tant que tel. Ouais. Et ensuite, soit elle va récupérer la matière, donc c'est du coton, ou sinon elle va le broyer pour par exemple pour faire des isolants thermiques dans des panneaux d'isolation. D'accord. Choses Ok. comme ça. Ok. Et elle refait un tri aussi via l'asso qui va récupérer le textile. Elle Ça essaie s'appelle de Améliore. s'opposer. Et c'est une asso qui s'est créée il n'y a pas très très longtemps et qui à la base aidait les bifins et du coup qui retrie derrière les t-shirts qui vont potentiellement pouvoir se revendre sur des marchés à la sauvette ou des gens qui sont dans une économie un peu de survie pour D'accord. pouvoir revendre ces t-shirts là. Donc c'est D'accord. encore lui redonner une deuxième vie économique aussi derrière D'accord. Ok. Ok. et pouvoir permettre à ces gens qui peuvent même pas se salarier aussi de pouvoir les revendre. Ouais, c'est super intéressant ça. Et alors, du coup, je reviens sur
Je reviens sur la cantine. Si, C'est le t-shirt qui t'a. Je l'ai dit, m'a traumatisé. Qui t'a fait penser. Non, je voulais savoir, du coup, donc la cantine, je trouvais ça, parce qu'on en avait parlé, je trouvais ça intéressant. La façon dont, du coup, vous récupérez, pareil, parce que c'est des déchets aussi, vous les récupérez de chez Rungis ou chez Supermarché. Donc la cantine, en fait, comme on disait au début, en fait, la pagaille est entrelacée avec différents collectifs. D'accord. Comme était entrelacée avec un collectif qui faisait des cantines de lutte et des cantines populaires, qui a initié depuis le début, en fait, des cantines à la pagaille. De la même manière, depuis le début, il y avait, et en même temps d'ailleurs que cette cantine, il y a un collectif à Ivry qui va faire des récupérations à Rungis de légumes, qui favorise d'ailleurs les légumes bio, afin de faire des redistributions à destination de familles et de lieux collectifs. Ok. Principalement des squats. Et parce que c'est des gens qui se sont organisés dans le milieu des squats et qui continuent à favoriser dans les maisons dans lesquelles ils habitent, dans lesquelles leurs amis habitent, dans lesquelles les familles habitent. Et donc ce collectif, en fait, dont certaines personnes de la pagaille font toujours partie, va récupérer à Rungis des invendus alimentaires, en l'occurrence des légumes qui seraient jetés sinon. À Rungis, il faut imaginer qu'il y a vraiment beaucoup de tonnes de légumes chaque jour qui sont broyés et jetés. C'est qui sont broyés et jetés. Je ne parle pas de vendus là. Oui. Ah non. Oui, d'accord. Ah non, broyés et jetés. Ah la vache. Et donc du coup, là-dessus, comme beaucoup d'autres associations, il y a beaucoup d'autres associations qui font ça. C'est pas nouveau, c'est pas innovant. Ça existe depuis tout le temps. Qui vont en fait du coup essayer de récupérer une partie de cette matière-là pour pouvoir la transformer et faire la cantine à prix libre. Mais c'est fou parce que là-bas, il broie la bouffe pour pas qu'on la récupère ou parce que... Non, parce qu'il n'y a pas de circuit. Parce qu'il n'y a pas de circuit et puis parce qu'un produit abîmé, en fait, si tu ne le consommes pas rapidement, tu le consommeras pas, quoi. Oui, une banane qui est un peu noire, écrasée par... au bout d'un moment, elle fermente, elle fait du méthane et c'est foutu. si tu la stockes dans une poubelle noire en plein soleil, elle finit par prendre feu. Donc, non mais oui, concrètement en fait, tu peux faire du méthane et c'est pour l'instant en fait au niveau du déchet la réponse à beaucoup de choses, ça s'appelle l'UVE, l'unité de valorisation énergétique. Et donc en fait on crame dans ces grandes déchetteries, comme à Ivry-sur-Seine il y a une déchetterie, à Issy-les-Moulineaux, ou je sais plus, à Saint-Ouen-l'Aumône dans le nord, ou à Saint-Ouen-de-Cour d'ailleurs, où il y a des grandes déchetteries et en fait on brûle. On utilise les cartons qu'on met dans la poubelle jaune servent d'allume-feu à cette grande déchetterie. Mais non. Ça sert pas à faire du recyclage pour faire des cartons. C'est extrêmement minoritaire ça. Je suis traumatisé là, il y a un monde qui s'effondre. C'est-à-dire que le carton que je trie de bonne foi chez moi, il sert d'allume-feu pour la centrale d'achat. Enfin, ça, je pense que tu as trouvé beaucoup de podcasts là-dessus parce que ça a déjà été plusieurs fois étudié. Mais tout à fait, en fait. Il faut si tu prends ta banane écrasée et que tu la mets dans un four, il va falloir vraiment amener beaucoup de gaz pour la cramer. Si tu mets d'abord des cartons, etc., que tu allumes bien ton four à chaud et que tu mets ta banane moisie au milieu, ça brûlera mieux. Putain. Voilà. Donc ta banane, mais bon, il y a beaucoup d'autres objets. On est entouré en fait d'objets nuls, toxiques, multi-matériaux à l'intérieur qui sont compliqués à recycler. Et en fait, c'est plus facile de les brûler. Et on appelle ça une unité de valorisation énergétique parce qu'en fait, grâce à ça, je mets ça entre guillemets, on fait en fait de l'électricité ou du chauffage urbain. Donc on dit que c'est bien de brûler tout ça parce qu'en fait, on fait du chauffage urbain de l'électricité. Et ça, c'est un autre combat en fait. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des collectifs Zero Waste, des collectifs 3R à Ivry-sur-Seine qui ont beaucoup d'argumentaires et scientifiques et concrets en fait, qui parlent de ça, sur qu'est-ce que c'est qu'en fait notre monde qui tourne autour de brûler les déchets et ce qu'on n'arrive pas à brûler, on les enfouit. Ok, d'accord. Putain la vache. Tu vois, ça c'est un truc en fait, je trouve qu'on n'est pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. Pourtant, c'est juste devant nous. Ben, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on le voit partout, mais pourtant, bon là, il y a une prise de conscience quand même en 2019 quand même sur l'écologie un peu, mais c'est pas encore quelque chose qui est... Enfin, on s'en rend pas compte. Moi, je demande à quelqu'un, n'importe quel de mes amis, je leur dis ça, ils tombent des nues, quoi. Même d'ailleurs, pour eux d'ailleurs, certains, leur combat, c'est de trier, pour lui dire, bon bah voilà, je participe pas de ma manière, c'est de trier, quoi.
Oui, Et, bah, c'est ça qui est difficile. Il y a du tri, hein. Il y a des usines en fait avec des gens qui sont pas payés bien cher pour trier les choses et faire du recyclage. Mais sur le tonnage général qui est mis dans les poubelles jaunes, C'est très faible. c'est très faible. D'accord. Et on ok. peut même s'en apercevoir, puisque des fois dans les tournées, ce sont les mêmes camions qui font les poubelles jaunes et les poubelles noires. C'est minoritaire. Mais ça arrive. C'est pas normal, c'est-à-dire Ouais. que souvent c'est des défauts. Les entreprises, les prestataires hein, qui sont des entreprises privées, à part à Paris où c'est la mairie de Paris qui fait la collecte. Mais sinon, il y a plein de ces Nicolin, Suez, Veolia, c'est des grosses boîtes comme ça Ouais, ok. qui font la collecte des ordures ménagères. Ils vont après les mettre dans d'autres boîtes privées comme de Richebourg et c'est mélangé. Putain. Est-ce que tu penses que du coup les associations elles ont un rôle à jouer quand même, un gros rôle à jouer, ou c'est plus un tampon pour un peu éponger cette crise un peu? Je dirais pas les associations en fait, c'est Faut que tout il y le a monde s'y mettre, il y a les bifins qui font du tri, donc les bifins ce sont ceux qui récupèrent dans les poubelles pour vendre aux portes des marchés. Ouais. Les bifins qui récupèrent, les chiffonniers comme on les appelait avant, Mhm. qui récupèrent en fait avaient déjà une économie du réemploi qui était bien mieux que l'économie du brûlé dans les incinérateurs. D'accord. Il y a plein de choses qui se font, c'est pas nécessairement les associations. Il faut favoriser ça, il faut qu'il y ait une économie de ça, et c'est pas nécessairement, en fait, pour l'instant on est cantonné au monde associatif parce qu'on a du mal en fait à imaginer que ça soit autrement que par de l'association et par de la subvention. Mais malheureusement en fait il faudrait que ça soit, il faudrait que ça soit en fait une activité économique comme une autre. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce que vendre un futur déchet c'est une activité économique? Pourquoi la retraité c'en est pas une? Oui. Non mais c'est vrai. Oui. Ouais. Ouais. On hérite aussi un peu de tradition. Tout le monde trouve de que c'est consommer. normal d'avoir Oui, ça choque d'avoir une personne. épicerie et puis de vendre des touillettes en plastique. Oui, c'est vrai, ça choque personne. Ça choque personne. Ouais, ouais. Donc pourquoi est-ce que ça serait pas une activité économique en fait de mettre Ouais. cette touillette en plastique, de lui passer un coup d'eau dessus et puis de la remettre Mais sans vouloir, enfin voilà, avoir tourné dans une conversation qui refait le monde, etc. Mais c'est vrai que du coup, genre, il y a plein de trucs qui coûteraient beaucoup plus cher, qui sont largement. Donc en fait, c'est pour ça que dans les subventions que l'on perçoit, c'est pas des subventions parce que les gens sont sympas avec nous. C'est Oui. que ces subventions, elles sont révélatrices et elles sont basées sur du travail qu'on fait. C'est-à-dire que une partie de nos subventions, par exemple, sont liées au tonnage que l'on collecte. D'accord. Une partie des subventions sont liées au nombre de personnes qui participent en fait, qui peuvent accéder en fait à l'insertion par l'activité économique par nous. C'est-à-dire qu'il y a un suivi, il y a des formations qui sont faites au niveau des langues, etc. sur les gens qui sont salariés à la pagaille. C'est pour ça qu'il y a de la subvention. C'est pas juste pour faire sympa. Hein. Ouais. Donc Ouais, voilà. Donc Ok. c'est pas la charité de l'État. Ils sont pas sympas avec nous. Ça rend service c'est aussi parce quelque que part. l'État est encore le pourvoyeur d'un service public qui porte des valeurs qui sont autres que celles du profit. Donc c'est D'accord. pour ça en fait que les subventions existent encore. D'accord. Ok. Là, c'est vachement intéressant. Tout à l'heure, tu parlais que la bagaille c'était entièrement géré de manière collégiale. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas du tout, enfin qui est pas du tout, en tout cas à ma connaissance, qui est pas quelque chose qu'on voit fréquemment aussi. Comment est-ce que on se dit, moi j'aurais tendance à me dire, brut pour point, cliché, ça doit être le bordel, non, de prendre des décisions quand on n'est pas Pas du tout, un leader. Voilà. Non mais voilà, justement, j'attends qu'une chose, c'est que tu me montres que j'ai tort. C'est comment ça Bah, ça marche très bien. ça marche très bien. Ok, super. Bah, ça, je redoute pas. Voilà, nous on a créé ce projet du coup en ayant des profils très différents. Donc là, Romain et moi, on a fait des études, voilà, on a notre profil, on a beaucoup plus de facilité, on pourrait faire autre chose. Comme disait Romain, il est charpentier. Moi, j'ai fait mon master, j'aurais pu, je sais même pas ce que j'aurais pu faire avec un master de sociologie. J'aurais pu voilà, j'aurais pu être bénévole pour l'INSEE. Et voilà, enfin, ce que nous on aime dans ce projet aussi, c'est de pouvoir en fait faire vivre ce projet, avoir des décisions et faire évoluer les valeurs de notre projet et notre orientation avec des
des gens aussi différents qui n'ont pas eu les mêmes facilités du tout que nous dans la vie et qui n'ont pas les mêmes encore maintenant. Et du coup, on est constamment sur de la réflexion de est-ce qu'on est en train de bien le faire, Ok. est-ce que là on s'éloigne pas du projet initial, Ouais. est-ce que c'est juste, est-ce que là on est Comment ça toujours se fait? égalitaire, Ah, est-ce d'accord, que est-ce qu'on est toujours en train de défendre les valeurs qu'on était en train de défendre avant, ou on est tellement la tête dans le guidon, tellement sur la pression avec les subventions, avec la viabilité économique du projet qu'on doit maintenir. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui nous ressemble encore ou pas du tout? Et donc, le fait d'être sur une collégiale, donc c'est-à-dire sur une prise de décision très horizontale, Mhm. avec des profils différents et comment on peut dire, des parcours de vie complètement différents, du Ouais. coup, ça nous remet tout le temps en question. D'accord. Et, ok. et ça prend aussi du temps de mettre en place des choses Oui. qui pourraient ne pas nous ressembler au début, où D'accord. on aurait dit ah bah non, on va faire ça, et en fait on va en débattre, on va dire mais non, en fait c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. On se retrouve face à des problèmes constants, le fait d'être en entreprise d'insertion aussi, ça ouvre du coup à beaucoup plus de salariés. Oui. Donc d'être plus nombreux, ça veut dire aussi plus de gestion, Mhm. plus de questionnements sur les horaires, sur les absences, sur le relationnel, voilà. Ouais, ouais. Donc le fait d'être sur une collégiale, c'est super, parce que du coup ça remet justement tout le temps en cause ce que nous on aurait pu voir comme acquis ou voir dans d'autres structures. Donc c'est un peu Où un il y a un truc de garde-fou, tu veux hiérarchisé. dire, par exemple Oui, ça peut être, si c'est un garde-fou de nos valeurs. Oui. Mais c'est aussi quelque chose qui est dur à affronter sur la prise de décision, sur le temps que ça prend aussi. Ouais, le temps, ouais, d'accord. Donc ouais. voilà, c'est d'accepter ça aussi, que c'est le changement, il va aller très très vite avec nous quand on a plein d'idées partout Oui. et qu'on fonce en s'associant avec plein d'assos et tout. Mhm. Et qu'au contraire, des fois, il y a des petites choses qui peuvent mettre énormément de temps à être mises en place D'accord. et qu'on peut se tromper aussi. Ok. Et que voilà, ça nous arrivait de se tromper aussi. Et en fait, d'aller dans un élan collectif Oui. qui était formé par le collectif qu'on était, de pouvoir aller vers quelque chose qui en fait va plus et peut des fois mettre trop de temps remettre du temps à pouvoir le rééquilibrer. Est-ce que, Voilà. est-ce que ça vous est arrivé de devoir prendre une décision, par exemple, genre rapide? Parce qu'en fait, on dit souvent que dans les startups et tout, celui qui arrive à prendre le plus de décisions le plus vite possible, si elle est bonne ou pas, de toute façon, on finit toujours par corriger. Du coup, est-ce que c'est-à-dire que, genre, par exemple, est-ce que si vous prenez une décision mais qu'elle est mauvaise, eh ben, vous prenez une autre décision le lendemain, ou genre la semaine d'après, le mois d'après, et vous, quelque part, vous corrigez un peu la tendance. Est-ce que, est-ce que du coup, ça, vous pouvez le faire aussi, ça, vous pensez? Ou est-ce que c'est différent et ça a aucune... Là, ça fait 3 ans qu'on existe. Du coup, on est sur une collégiale, mais après, on a chacun des rôles, on est référent de plusieurs pôles, on va dire. D'accord, Et ok. donc, il y a aussi de la confiance entre nous, ça c'est D'accord. très important. On est amis avant d'être collègues. D'accord, ok. Et on a appris à travailler ensemble. Oui. Mais pour certains d'entre nous, on a vécu ensemble, Mhm. on a lutté ensemble, on s'est rencontrés sur... Donc vous êtes déjà soudés déjà de base. Voilà, quand on même. est déjà soudés. Il y a quand même cette confiance où on se suit s'il y a des décisions qui sont prises sur le quotidien. D'accord. Après, nous, on se réunit du coup une fois par semaine et on étudie les demandes extérieures qui sont faites sur l'utilisation du lieu. Ok. On voit si ça correspond à ce que nous on défend et si on accepte du coup que tel autre asso utilise le lieu ou fasse une soirée ou fasse un repas. Sur les recrutements aussi, on en parle ensemble. Et voilà, il y a des degrés, en fait, il y a des priorités de décision. Des priorités de décision. Ok. Qu'est-ce que c'est les ambitions de la pagaille sur le moyen, long terme, court terme? Alors sur le court terme déjà, c'est de pouvoir continuer à faire que ça soit un lieu très ouvert et très diversifié sur l'activité. Donc c'est qu'à la fois il y ait cette cantine qui soit là, que la cantine marche, donc que nous on fasse tout pour que ce projet puisse marcher, de bien structurer et de continuer ce projet de recyclerie et de consolider en fait tout l'aspect insertion, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout.
Et qu'en fait, dans l'insertion, il y a quand même plein de choses qui sont mises en place. L'État attend juste aussi qu'il y ait des fois des acteurs qui soient ou des porteurs de projets, qu'on peut, Oui, on peut bien dire, sûr. qui s'approprient en fait tous les outils qui sont déjà mis en place par l'État D'accord. et qui sont déjà ultra subventionnés et qui en fait, quand on commence à les connaître, quand on commence à pousser des portes, on se rend compte que Il y a plein d'opportunités. en fait, il y a plein de choses qui existent, du coup, qui seraient gratuites et qui seraient mis à dispo pour des gens qui sont vraiment perdus dans leur parcours professionnel et que ça pourrait vraiment aider. D'accord. Et donc ça, en découvrant tout ça, là, les objectifs là sur le moyen terme, on va dire, ce serait vraiment de pouvoir mieux connaître tout ce qui existe dans le milieu de l'insertion D'accord. et pouvoir voir comment nous, avec nos valeurs aussi, on se positionne dedans. Donc on veut pas être sur des pressions de forcément trouver des postes à des gens derrière, parce que l'insertion c'est ça aussi, c'est avoir de la rentabilité, enfin De la durabilité. du rendement sur des sorties en fait de gens qui sont en transition chez nous. D'accord. Donc les gens sont là en moyenne entre 6 mois et 2 ans. Et l'État peut mettre des pressions en disant voilà, il faut absolument que les gens qui passent chez vous ils aient un CDI derrière ou qu'ils soient caissiers à Carrefour, qu'ils soient caissiers à Lidl, etc. Okay. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que la personne elle puisse se servir de la pagaille comme un outil pour après mieux parler français, pouvoir mieux écrire, mieux lire, pouvoir être plus à l'aise, pouvoir se défendre si jamais voilà, elle se retrouve dans des situations dans lesquelles elle est embêtée. D'accord. Donc administrativement, expulsion, Okay. logement, divorce, après dans plein de choses quoi. Et du coup de voir comment nous avec nos valeurs, comment est-ce qu'on reste une partie de l'insertion. D'accord, ok. Voilà, et donc ça serait plus sur des formations qualifiantes par exemple. Il y a plein de choses qui existent à ce niveau-là qui nous permettraient de rester entreprise d'insertion. Je trouve ça vraiment fort que vos valeurs passent avant toute forme de profit ou enfin que ce soit vraiment en tout cas c'est ce qui se dégage, c'est que Alors, oui, sur le profit, oui. Mais, je reviens là-dessus, je suis bloqué là-dessus, mais ouais, c'est parce que j'ai été parce qu'en formaté. fait, le peut-être profit, ça veut dire dégager suffisamment d'argent pour pouvoir en avoir plus. Voilà. Ici, en fait, il y a quand même, à un moment, il s'est posé vraiment la question du fonctionnement de la pagaille. C'est pour ça qu'on a eu besoin de trouver un modèle qui permettait en fait de faire du salariat, que ce soit en contrat aidé ou que ce soit en insertion. Ouais. Parce que pour mener un projet comme ça quotidiennement, en fait, et être investi dedans et aller mettre en place ses idées, les tester, essayer et continuer, au bout d'un moment, il faut continuer à manger, quoi. Ouais. Donc, Ouais. on mange chichement. On n'est pas propriétaire des moyens de production, c'est l'association qui l'est. On ne tire pas de profit, les salariés de la pagaille ne tirent pas de profit autre que en fait, leur salaire au SMIC et les droits qui y sont liés, ce qui est très important, surtout dans le cadre de l'insertion. Ouais. Mais c'est pour que ça fonctionne. Oui, non, bien c'est sûr. pour en fait assurer la pérennité du projet. Sinon, en fait, au bout d'un an et demi, ce qui arrive souvent dans les collectifs, dans les projets qu'on a pu voir aussi avant, c'est qu'au bout d'un an et demi, en fait, les gars ils s'essoufflent. Si une personne qui était rentière ou qui était étudiante et que pour l'instant elle pouvait faire ça pendant un an et demi et puis après elle change de vie ou quoi, le projet s'écroule. Ouais. Et donc c'était aussi pour trouver une solution pour pas que cela se produise. Ouais, d'accord. Pour qu'en fait on aille plus loin et que ça dure plus longtemps et qu'on creuse plus profondément. Donc vous avez déjà les questionnements, quoi. Vous avez déjà anticipé en fait ça, quoi. Ok. Ouais, on cherche même nous au niveau de nos postes et nos déclarations sur notre poste administratif au sein de la pagaille, on est ça n'existe pas la collégiale. Enfin, il y a pas de, on peut pas dire on est membre de la collégiale et on est payé comme ça. Du coup, en fait, bah oui, du coup, oui. On est forcément, on correspond forcément à des, ouais. à des, je sais pas comment dire, enfin des fiches de poste, quoi. Et on aimerait bien pouvoir passer en coopérative pour légitimer, enfin, je sais pas comment on peut dire, concrétiser en fait encore plus cette horizontalité qu'on défend. Mais c'est très dur en fait, et nous en vendant des trucs du réemploi vraiment pas cher, on peut pas être assujetti à la TVA et on peut pas être en SKIC. On voulait passer en coopérative, mais en fait pour ça on serait obligé d'être assujetti à la TVA. On pourrait pas du tout sur des trucs qu'on va vendre à 1 euro, c'est pas possible, et on veut pas non plus monter nos prix. Donc voilà, c'est que des réflexions. Mais en fait, vous êtes un peu des chercheurs juste dans le social, en fait. Quoi. Ouais, en fait, sociologue, quoi. Tu vois, en fait, j'en reviens. Ouais, c'est ça, tout est lié. Je reviens à mon destin, tu vois. Pour finir ce podcast, comment est-ce que
Où est-ce qu'on pourrait vous suivre déjà ? Est-ce qu'on peut vous suivre la pagaille sur les réseaux sociaux ? Ouais, on est sur les réseaux. Ok. Voilà, contradiction, tu vois. Ok. On est Il y a une sur boîte aux lettres. affichage dans la rue. D'accord. Et il y a un compte Facebook, bien sûr, il y a La pagaille, Instagram et ok. tout. Ouais, voilà. On cherche quelqu'un pour faire un site web qui marche bien et s'affranchir Ah. Ça, on peut le dire. Ok. Voilà, c'est ça. Dans les prochains recrutements, ouais, sûrement sur la com et tout. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir Bah partagé ouais, merci ça. à toi d'être venu nous rencontrer. Et puis bah n'hésitez pas à aller suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu et que tu as pu trouver des petites inspirations, des petits indices sur ta personnalité, sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. N'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast et surtout me laisser des commentaires car ils me donnent des feedbacks et me permettent d'améliorer mon podcast en continu. À bientôt sur le Grand Bain.